Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un thème unique à toutes les histoires qui seront présentées. Ce thème, c'est celui du babysitting. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà pratiqué pour un petit frère ou une petite sœur ou une famille qui n'était pas connue, simplement pour se faire un peu d'argent de poche ou se rendre service, et ça s'est très bien passé. Je ne sais pas, après peut-être que vous-même, vous avez déjà vécu quelque chose d'assez particulier pendant vos séances de babysitting. Et bien dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 histoires partagées par des personnes qui ont pratiqué du babysitting et qui ont été plutôt marquées par leur expérience. C'est quelque chose qui peut se comprendre, sachant que quand on fait du babysitting, que ce soit pour de la famille, des amis ou pour des gens qu'on ne connaît pas, on rentre dans une vie qui n'est pas la nôtre et donc on peut parfois avoir quelques surprises alors qu'on est en pleine séance de babysitting. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse me suivre également sur Instagram qui s'affiche juste ici, AkenTV, pour suivre un peu les coulisses de la chaîne. Et si maintenant vous êtes bien installé, laissez-moi vous raconter ces 5 histoires d'expériences horribles de babysitting. Dans la première histoire que je vais vous partager, nous allons suivre le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Sally. Sally nous dit qu'elle faisait du babysitting, ce qui est logique parce que c'est le thème de la vidéo, et qu'elle devait garder un frère et une sœur. Il y avait également une amie de la sœur. Les deux fillettes, elles, avaient environ 5 ans, le garçon, lui, en avait 7. L'objectif du babysitting était de garder les enfants pendant la journée un week-end parce que la mère de famille, elle, devait aller au travail. Elle vivait seule, sans mari, c'était une mère célibataire, donc quand elle travaillait le week-end, il n'y avait absolument personne pour garder les enfants, d'où le fait que les services de Sally aient été requis. Quand Sally est arrivée au domicile de la garde, elle a remarqué que le jeune garçon était en train de regarder la télévision tranquillement et les deux fillettes, elles, jouaient à la poupée. La matinée s'est plutôt bien passée et on arrive au moment du midi et de l'après-midi. Sally préparait tranquillement le déjeuner pour tout le monde et à un moment donné, alors qu'elle était un peu perdue dans ses pensées, alors qu'elle préparait le repas, un cri venant du jardin l'a sortie de ses pensées. Pensant qu'il y a un problème, elle s'est précipitée là d'où venait l'origine de ce bruit et elle l'a très bien fait. Il se trouve que le jeune garçon courait après les deux fillettes avec à la main un couteau de cuisine qu'il avait réussi à dérober. Les petites filles, elles, s'étaient barricadées dans une maison en plastique dans le jardin et le jeune garçon, lui, essayait de les poignarder au travers des fenêtres de la maison en plastique, le tout en rigolant. Pris de panique, Sally s'est précipitée vers cette scène affreuse. Elle a essayé d'arrêter les actions du petit garçon, sauf que lui ne s'arrêtait pas, et là Sally a dû faire face à un problème de taille. Elle devait réussir à désarmer le jeune garçon sans que les deux fillettes ne soient blessées, mais également sans qu'elle-même ne reçoive un coup par mégarde. Elle a décidé que la protection des deux fillettes passait avant tout, donc elle a pris le petit garçon dans ses bras, elle l'a entouré avec ses bras, le petit garçon lui mettait des coups dans tous les sens. Ça a fait des coupures sur les mains de Sally, elle se recevait des coups, le petit garçon la mordait pour se libérer de son emprise et elle ne sait pas vraiment comment, probablement grâce à l'adrénaline, elle ne ressent pas la douleur et elle arrive à enfermer le jeune garçon dans sa chambre. Une fois le jeune garçon à l'écart des deux fillettes, la Sally appelle la mère de famille. La mère de famille est rentrée plutôt rapidement et elle était assez en colère. Mais elle n'était pas du tout en colère contre son fils. Elle était en colère contre Sally, parce qu'elle était persuadée que le petit garçon jamais n'aurait fait de mal aux deux petites filles. Sally n'a pas su quoi répondre à ce genre d'accusation. Elle nous dit à ce moment du témoignage qu'elle n'était âgée que de 12 ans, donc elle était d'une part sous le choc de la situation qu'elle avait vécue, et d'autre part, elle ne savait pas quoi répondre. Elle se sentait peut-être un peu coupable de la situation alors qu'elle n'a rien fait. La mère des enfants a dit que Sally était une mauvaise babysitter, qu'elle ne ferait plus jamais appel à ses services, et donc Sally a quitté le domicile où elle faisait sa garde sans être payée. C'est là que son témoignage se termine, une expérience qui, on peut le comprendre, laisse des traces. Je comprends totalement que Sally se souvienne très bien de ce qui s'est passé ce jour-là, et ce qui me surprend, c'est que, alors, est-ce que l'enfant avait dérobé le couteau quand Sally n'était pas là? Ça, on ne le sait pas vraiment, on n'a pas l'information de quand il aurait pu obtenir le couteau. D'ailleurs, dans l'histoire, le couteau est décrit comme un couteau de cuisine, mais on ne sait pas réellement si c'en est un. Sally dit que c'est potentiellement quelque chose que le jeune garçon aurait fabriqué lui-même. Quoi qu'il en soit, la situation qui s'en est suivie est la même. Sally a très bien réagi, elle a permis d'éviter un drame alors que sa propre vie
était elle-même mise en danger? Est-ce que, comme la mère de famille le disait, le petit garçon finalement n'aurait pas fait de mal aux deux fillettes? J'ai un doute, dans le sens où, non pas qu'il avait la volonté vraiment de faire du mal aux enfants, mais il est possible qu'il ne se rendait pas compte que ce qu'il faisait était très dangereux et aurait pu coûter la vie de quelqu'un, soit des fillettes, soit de Sally. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous présenter ce qu'a partagé Marie. Marie nous dit que l'expérience qu'elle souhaite partager se passait dans une maison où elle avait l'habitude d'aller. Ce n'était pas sa première garde comme pour l'histoire précédente. Elle est arrivée, on était déjà au crépuscule et elle devait garder 3 enfants. Et au moment où elle est arrivée, elle s'est rendue compte que les 3 enfants étaient dehors et attendaient chacun sur leur vélo. Un 4e vélo était libre pour Marie. Tout le monde voulait faire du vélo le soir, en fin de journée, et les parents étaient totalement d'accord à cette idée-là, sachant qu'ils connaissaient Marie, ils se disaient que rien ne pouvait mal se passer. Marie, elle, était quand même un peu dubitative parce que les enfants qu'elle devait garder étaient assez jeunes, ils avaient chacun 5, 7 et 11 ans, et bien qu'il y avait encore quelques lueurs du jour qui pouvaient éclairer l'extérieur, en à peine 1 heure, il allait faire nuit noire, donc pour elle, cette histoire ne sentait pas très bon. Mais quoi qu'il en soit, sachant que les parents avaient donné leur autorisation pour faire cette activité, elle s'est dit qu'elle allait faire ce que les parents ont autorisé. Elle était payée pour rendre service, donc si ça faisait partie des instructions de faire une balade à vélo, même si elle sentait que c'était une mauvaise idée, elle allait s'y plier. Elle nous dit, en guise de petits détails, que les enfants qu'elle a à sa charge sont des enfants qui ont tendance à être hyperactifs et qui n'aiment pas trop suivre les instructions qu'on leur donne. Donc la balade commence. Les enfants ne décident pas de faire un petit tour du pâté de maison. Absolument pas. Ils décident de prendre des chemins de terre, de traverser des rues qui sont assez fréquentées par des voitures. Une balade à vélo qui, à de nombreuses reprises, a fait palpiter le cœur de notre amie Marie. Plusieurs fois, elle s'est dit qu'elle aurait dû refuser la fameuse balade. Et en plus, le vélo qui avait été confié à Marie n'était pas un vélo en très bon état. C'est-à-dire que, bien qu'elle était plus âgée que les enfants qu'elle avait à sa charge, son vélo ne lui permettait pas d'aller à la même vitesse qu'eux. Et les enfants étant assez hyperactifs, eh bien, ils aimaient aller vite. Donc Marie leur avait dit qu'à chaque intersection, les enfants devaient l'attendre. Sauf que les enfants, celui âgé d'11 ans et celui âgé de 5 ans, ont décidé d'en faire qu'à leur tête, et plutôt que d'attendre Marie à une intersection, ils ont continué. Marie s'est précipitée pour les rattraper, sauf que quand elle-même est arrivée à l'intersection, les enfants avaient disparu. Elle a crié leur nom, aucune réponse. Marie a donc pris l'enfant qui restait avec elle pour être sûre que cet enfant-là, elle n'allait pas le perdre. Et là, une situation délicate se présente à Marie. L'enfant qui restait avec elle était persuadé que les autres étaient partis à une station-service parce qu'ils voulaient absolument y aller. C'est quelque chose qui était envisageable, sauf que la situation qui se présente devant Marie, c'est soit d'aller à la station-service et potentiellement de retrouver les enfants, soit de rester là pour les attendre parce qu'ils vont remarquer à un moment donné qu'ils sont totalement seuls. Mais si Marie n'est plus là et qu'elle est partie à la station-service et que les enfants reviennent, il va y avoir un problème. En plus, les enfants n'avaient pas de téléphone portable, donc impossible de les appeler pour savoir où ils sont. Clairement, Marie marche ici à l'aveuglette. Il faisait complètement nuit à ce moment-là, donc Marie a pris la décision d'aller à la station-service. Sauf que une des pires solutions se retrouve maintenant face à elle, les enfants ne sont pas là. Là, elle commence à paniquer, elle se dit qu'elle a fait une énorme erreur. Elle essaye de comprendre ce qu'elle va dire aux parents des enfants, sachant que pour elle, les 2 enfants perdus, elle ne les retrouvera pas. Elle se fait 1 million de films dans sa tête, des films qui sont de plus en plus effrayants, comme quoi les enfants se sont peut-être fait écraser sur la route, peut-être même kidnappés. Elle se pose la question de si elle doit appeler la police, mais sachant que les enfants étaient sous sa responsabilité, elle a peur que tout se retourne contre elle. Vraiment, son cœur bat rapidement, elle est complètement blanche comme un linge, elle a envie de faire un malaise, de vomir, et alors qu'elle était dans la panique la plus complète, comme un miracle arrive par la route. Les 2 enfants qui avaient disparu reviennent tranquillement, pile au moment où Marie s'était dit qu'elle allait rebrousser chemin. Marie n'a pas posé de questions, elle a récupéré les enfants avec elle, elle n'a pas demandé où ils sont allés, pourquoi ils sont revenus par ici. Elle était juste rassurée que les enfants soient sains et saufs et soient revenus auprès d'elle. Elle a ramené tout le monde avec précaution à la maison et la soirée de babysitting s'est bien passée. C'est là que son témoignage se termine. Alors, c'est un témoignage assez particulier que je vous ai présenté là. Il n'y a pas eu de rencontre effrayante, d'actes dangereux comme on pourrait l'imaginer, chose qu'il y aura dans les histoires qui suivent. Mais ce que je voulais partager là, c'est vraiment la panique qu'a ressentie
mari en ayant perdu les enfants. Parce que là, on a bien quelque chose qui s'est extrêmement bien passé, tout s'est bien fini. Mais combien d'histoires réelles ont connu une fin beaucoup plus dramatique où les enfants disparus, eux, ne sont jamais revenus. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous présenter ce qu'a vécu Lisa. Lisa nous dit qu'au moment des faits, elle était âgée de 11 ans et elle avait pour habitude de faire du babysitting pour une de ses voisines qui traversait un divorce assez houleux. Elle avait 2 enfants, des garçons âgés respectivement de 8 ans et de 1 an. Un soir, les services de Lisa ont été demandés parce que la mère de famille, que nous allons appeler Cheryl, avait un rendez-vous. Lisa s'est donc présentée au domicile. Cheryl a dit qu'elle devait rentrer aux alentours de minuit. C'était en soi pour Lisa une garde des plus classiques. À part le fait que Cheryl était à un rendez-vous, Lisa n'avait pas plus d'informations que ça. Elle n'avait pas de numéro de téléphone pour la joindre en cas d'urgence et elle n'avait pas de lieu à contacter si jamais il y avait le moindre problème. Pas de nom de restaurant, pas de nom d'endroit pour l'aider. En plus, on est dans les années 80 à ce moment-là, donc les téléphones portables c'était pas ce qu'il y avait de plus courant. La mère de famille part à son rendez-vous et Lisa commence à faire sa soirée de babysitting. Tout se passe plutôt bien, tranquillement. Elle est devant la télévision, elle a couché les 2 garçons qui dorment à point fermé. Et à un moment donné, alors que tout était très calme, elle entend quelqu'un qui frappe à la porte. Mais c'est pas quelqu'un qui frappe de manière amicale, c'est quelqu'un qui frappe de manière assez violente. Et en plus de ça, il y a une voix qui se fait entendre, une voix d'homme qui crie après Cheryl en l'insultant. Elle se fait insulter de tous les noms, donc évidemment Lisa, qui est très jeune, est totalement figée. Elle ne s'attendait pas à ce genre de choses, donc elle regarde la porte, totalement paniquée. Elle ne sait pas quoi faire, elle sait que c'est un homme qui est derrière la porte, et alors qu'elle réfléchit à ce qu'elle peut faire, le garçon le plus âgé descend de sa chambre et il crie « Papa est à la maison ». Lisa comprend que c'est apparemment le père de famille qui est là, mais elle n'était pas au courant qu'il devait passer, et en plus de ça, sachant qu'il crie des injures à l'encontre de Cheryl, elle pense que ce n'est pas une bonne idée de lui ouvrir la porte. Donc elle attrape le jeune garçon et elle l'éloigne de la porte. Lisa entend des bruits de pas s'éloigner pendant quelques instants et les bruits de pas reviennent et l'homme commence à refrapper de manière violente sur la porte. Et cette fois-ci, en plus des insultes qu'il prononce à l'égard de Cheryl, il dit également qu'il va tirer au travers de la porte si elle ne lui ouvre pas. Lisa pense donc, elle n'en a pas la confirmation, que l'homme était en fait parti pour aller chercher une arme à feu. La panique n'a fait qu'augmenter chez Lisa, donc elle décide de prendre le garçon qui était déjà auprès d'elle, d'aller chercher l'autre enfant qui dormait, et elle fuit par la porte arrière de la maison. Et rappelez-vous, cette maison est la maison voisine de celle où Lisa vit, donc elle a fait le chemin jusqu'à sa propre maison. Sa mère était là, donc elle a tout raconté à sa mère. La mère de Lisa a appelé la police, et la police est arrivée en 4e vitesse. Il se trouve que quand la police est arrivée au domicile de Cheryl, ils ont trouvé l'homme qui frappait à la porte, qui avait effectivement une arme à feu. Et quand ils sont arrivés devant la maison, lui était assis devant la porte en train de faire caca. Visiblement, Cheryl lui sortait par tous les trous. L'homme a été emmené et plutôt que de retourner chez Cheryl, Lisa a préféré rester avec sa mère et les enfants au cas où pour se rassurer aussi. Comme prévu, à minuit, Cheryl est arrivée. Elle est allée directement chez Lisa et elle était totalement indifférente à ce qu'il s'est passé. Aucune compassion, aucune excuse vis-à-vis de Lisa alors que sa vie était potentiellement en danger. Et même, il y a eu un irrespect des plus total derrière cela, c'est qu'elle n'a même pas payé Lisa pour la garde qu'elle a effectuée, cette garde qui l'a traumatisée, parce qu'elle avait, selon ce qu'elle dit, perdu son portefeuille. Donc, d'une part, Lisa a fait une garde qui a extrêmement mal tourné et qui aurait pu être dramatique. On ne sait pas ce que l'homme aurait été capable de faire. Et de deux, elle n'a pas été payée pour le travail réalisé. Vraiment, pendant cette soirée, Lisa a tout perdu. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous présenter le témoignage de Julie. Julie nous dit qu'au moment de son histoire, elle était à l'école primaire et elle devait garder son petit frère qui était âgé de 1 an de moins qu'elle. Ses parents, eux, étaient partis vaquer à des occupations, donc ils n'avaient aucun souci à laisser le petit frère à Julie. Elle l'avait déjà gardé plusieurs fois, donc normalement, il ne devait y avoir aucun problème. Julie connaissait son petit frère, donc elle savait qu'il n'allait pas, par exemple, aller chercher un couteau pour essayer de planter quelqu'un. Mais alors que la soirée se passait plutôt bien, quelqu'un a sonné à la porte. Julie n'est pas allée ouvrir parce qu'on lui a toujours dit qu'il ne fallait pas ouvrir la porte quand on a un enfant seul et qu'on n'attend personne. Donc, elle n'a pas bougé à ce moment-là. Et elle entend ensuite qu'il y a encore un coup de sonnette
et encore, et encore. Donc voyant l'insistance de la personne qui cherche à sonner chez elle, eh bien notre amie se dit que c'est peut-être un ami de la famille ou de la famille elle-même. Elle décide donc, pour en avoir le carnet, d'aller dans sa salle à manger, là où il y avait une fenêtre qui donnait directement devant la porte d'entrée. Et elle a vu quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas, qui portait un long manteau qui lui cachait presque le visage et qui avait sur la tête un chapeau. Cet individu s'est ensuite éloigné du domicile et il a commencé à faire les 100 pas, comme s'il réfléchissait à quelle allait être sa prochaine action. En panique, la jeune fille est allée vérifier que la porte d'entrée était bel et bien verrouillée et elle a demandé à son petit frère d'aller regarder si la porte arrière et celle du garage l'étaient également. Sauf que, au moment où le petit frère allait s'assurer que la porte était bien verrouillée, l'homme qui faisait les 100 pas devant la maison avait fait le tour de celle-ci et était maintenant au niveau de la porte arrière. Il y avait une vitre, le jeune garçon lui était caché en dessous pour être hors de vue de cet individu et de nouveau, l'homme toque à la porte, mais cette fois-ci, il ne s'arrête pas là. Il cherche aussi à ouvrir la porte, mais heureusement, elle était bien verrouillée. Quelques minutes après, l'homme a refait le tour de la maison. Il est ensuite allé dans sa voiture qui était garée dans l'allée et il est parti. La jeune fille s'est posé une question, c'est qu'est-ce qui se serait passé si l'homme était rentré dans la maison, sachant que la porte d'entrée initialement n'était pas verrouillée. Dans cette dernière histoire, je vais vous présenter le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Caroline. Caroline nous dit qu'au moment de son babysitting, elle avait 16 ans et elle devait garder son petit frère âgé de 11 ans alors que ses parents étaient partis un soir pour faire une petite soirée chez des amis. Ils devaient rentrer assez tard, vers 2 h du matin, donc Caroline a couché son petit frère à une heure raisonnable et ensuite elle s'est installée tranquillement dans sa chambre pour traîner un peu sur son téléphone jusqu'à ce que ses parents rentrent à la maison. Sauf qu'à un moment donné, alors qu'elle était sur son téléphone dans son lit, quelque chose a attiré son attention. C'était un son qui venait de l'extérieur de la maison. Donc un peu curieuse, elle s'est dirigée vers la fenêtre de sa chambre pour voir si elle arrivait à comprendre quelle était l'origine de ce son. Elle s'attendait potentiellement à voir un animal, mais ce qu'elle a vu, c'était un homme qui se tenait face à la maison et qui regardait comme si il voyait Caroline au travers de sa fenêtre. Alors qu'à l'extérieur, il faisait nuit noire et Caroline n'avait pas allumé la lumière de sa chambre. Sans vraiment savoir pourquoi, elle pense dans un premier temps que c'est son petit frère qui lui fait une farce. Donc elle décide de sortir de sa chambre. Elle avait l'intention de descendre l'escalier pour aller dehors et récupérer ce qu'elle pensait être son petit frère, sauf qu'au même moment où elle est sortie de sa chambre, son petit frère lui est sorti de la sienne pour aller aux toilettes. C'est là que Caroline a compris que l'individu qui était dehors n'était pas du tout un membre de sa famille. Donc plutôt que de s'aventurer à l'extérieur, elle a tout de suite pris son téléphone portable pour appeler ses parents et les prévenir de la situation. Les parents sont rentrés immédiatement et évidemment l'individu qui se trouvait devant la maison avait complètement disparu. Mais il avait quand même laissé une trace de son passage. Là où il se tenait, il y avait des traces de pas. Et dans le buisson qu'il y avait juste à côté, il y avait un sac à dos qui contenait du ruban adhésif. La police a été appelée, elle est intervenue sur place et eux aussi, à l'instar des parents de Caroline, n'ont rien trouvé. Ils ont fait une patrouille dans le quartier, mais aucun indice et aucun individu n'ont été retrouvés. C'est là que l'histoire de Caroline se termine. Ce qu'elle pense vis-à-vis de son histoire, c'est que l'individu était au fait que la maison n'était qu'habitée que par soit un enfant ou une adolescente, et quelles étaient ses intentions vis-à-vis de ce qu'il y avait dans le contenu de son sac. On peut évidemment présager que du pire. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 5 histoires sur des expériences traumatisantes ayant eu lieu en babysitting. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo où je vous présente des histoires à thème. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît, je pense faire ça de manière assez régulière sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram que je vous affiche juste ici, IconTV. Si vous souhaitez suivre les coulisses de la chaîne ou m'envoyer une histoire effrayante qui vous est arrivée, que ce soit du paranormal ou pas, c'est là-bas que ça se passe. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!